Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et de quoi? Des gros billets. Et aujourd'hui, on va parler seulement liberté. Pas de gros billets, pas d'immobilier. On part avec Lucas Monclar. Alors Lucas, c'est assez intéressant. Il avait écrit un livre que j'avais fortement apprécié qui s'appelle Le pouvoir de l'agenda, dans lequel il vous explique un peu comment découper chaque étape de votre vie et puis réussir en fait à atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Et Lucas, il m'a recontacté cette semaine. Je lui avais écrit en fait il y a 2 ans suite à la lecture du livre. Et il m'a recontacté il y a cette semaine pour me dire, écoute, j'ai écrit un nouveau livre sur mon voyage en Asie. J'ai tout quitté pour partir en Asie et puis je raconte ça dans un livre. Donc j'ai acheté son livre, j'ai commencé à le lire et je trouvais qu'il était plutôt bien écrit et que ça allait bien avec le Bye Bye Patron, parce qu'après tout, on s'appelle Bye Bye Patron, on s'appelle pas investir, engranger de l'argent pour ensuite dire Bye Bye Patron, même si c'est l'idée. Et Lucas, je trouve ça super intéressant. Lui, il s'est pas posé de questions, il a tout quitté, il avait juste un peu d'épargne, pas d'investissement ni rien, et il est parti en Asie. Et puis aujourd'hui, il a mis en place une activité qui lui permet de vivre malgré en fait cette non-préparation à son départ. Donc très intéressant comme parcours. Avant de démarrer, merci à toutes les personnes qui m'ont mis des avis sur Apple Podcast. C'est assez rare pour le souligner. J'en ai eu 3 nouveaux, notamment Jordan. Bonjour, j'écoute depuis moins d'1 an les podcasts Bye Bye Patron. J'ai souvent l'habitude de remercier les personnes qui font l'effort par le travail, d'aider et d'apporter quelque chose aux autres pour les aider à atteindre leurs objectifs. Les podcasts sont toujours très intéressants. Ils sont à la fois bruts, très amicaux et on arrive très vite à s'identifier par l'intervention des invités de tous horizons avec qui nous partageons un sentiment commun, l'envie de liberté financière et l'indépendance. Petit plus, j'apprécie la disponibilité sur les réseaux quand nous réagissons aux photos ou stories. Merci Jordan. Jordan, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Vous pouvez me contacter quand vous voulez. Sinon, il y a eu Nikos, il y a eu Vivi, il y a eu Atombox, il y a eu plusieurs avis, donc merci à vous. N'hésitez pas à les imiter. Et pour faire des petites dédicaces, merci à Fury Construction. Il est en train d'écouter tous les podcasts en ce moment. Il va bientôt passer sur le mien. Il a pris contact il m'a dit qu'il avait pris contact avec David aujourd'hui. Donc voilà, grâce au podcast, on est une petite famille comme ça. Super content. Helps to Invest, Indépendance financière Belgique pour les retours sur le podcast de la semaine dernière sur les cryptos. Christophe Carril pour les encouragements, Krami qui partage en story. Voilà, ça fait toujours super plaisir d'avoir des retours sur les podcasts. Les podcasts de la semaine dernière avec Antoine de Crypto Guys, il a super bien marché en termes d'écoute. Alors je sais que c'est justement un monde qui est un peu à part des épisodes que j'ai l'habitude de faire et ça va m'encourager à... Voilà, j'avoue que je suis toujours un peu, vu que j'ai pas de retour direct, je suis toujours un peu dans la certitude entre continuer toujours ce que je fais ou essayer des nouveaux horizons. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire avec Lucas parce qu'on va justement aller rien avoir avec l'investissement quasiment, mais plutôt la liberté, le voyage et puis le freelancing sur la fin pour voir comment est-ce qu'on fait pour vivre de son activité, même si on a décidé au dernier moment de changer justement de statut. Et avant de démarrer, je vous fais quand même, c'est pas du tout une pub, mais le week-end qui suivra, donc du 13 au 15 mai, qui suivra la publication de ce podcast, j'aurai la joie d'accueillir plein de participants au week-end d'IMO qu'on tient en Alsace, et je suis trop content de tous vous voir. Je vous souhaite une bonne écoute, on est parti, jingle. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Aujourd'hui, on va pas parler d'immobilier, pas parler trop de gros billets, même si c'est nécessaire à tout le monde. On va parler de liberté surtout avec Lucas. Avant de démarrer, je vais vous raconter un tout petit peu. C'est le premier épisode que j'enregistre. En fait, je suis pas chez moi, j'en ai déjà enregistré en live. Je suis dans une chambre d'hôtel un peu spartiate. Et donc voilà, en voyage, j'ai embarqué mon micro. Salut Lucas, comment ça va en ce beau dimanche ensoleillé, en tout cas chez moi? Écoute, c'est pas très ensoleillé du côté de Marseille, il pleut. Donc Ah voilà, alors que moi je suis en Flandre et il fait beau. Ok, super. Lucas, si tu pouvais
pour te présenter, si tu pouvais te dire rapidement, j'aime bien que les invités ils racontent une première expérience professionnelle et puis après on verra où t'en es et surtout pourquoi est-ce que t'es là aujourd'hui. Alors, une première expérience, mes premières expériences remontent à l'époque où j'étais étudiant, forcément. Des petits boulots d'été pendant les vacances. J'ai toujours travaillé quand j'étais étudiant. Bon, mes parents n'étaient pas Rothschild, donc forcément, j'étais obligé. Alors, une petite expérience marrante. J'avais travaillé chez Ricard, Pernod. Donc, je suis du côté de Marseille. Et donc, en fait, ça va bien avec l'accent. Une première expérience, c'était, voilà, c'est ça. Donc, on allait à l'usine, ça commençait, je sais plus, à 5-6 heures du matin, et puis on remplissait les bouteilles de Ricard, de Pernod, de 51, prêts à être exportés dans tous les magasins de France. Et bon, un truc marrant, c'est que je me rappelle, il y avait des fois, il y en a qui commençaient à prendre l'apéro à l'usine, quoi. Tu vois, on préparait les bouteilles, mais ça commençait à boire et ça devenait n'importe quoi. Le jour, tout le monde était bourré, et puis alors moi, je me suis pas fait virer, j'ai eu de la chance, je sais pas pourquoi, mais ils ont viré quasiment les 3/4 des intérimaires, mission intérim. Et donc, ouais, c'est des premières expériences, et c'est des trucs un peu, c'est l'usine, quoi. C'est vraiment, voilà. Je trouve, pour moi, c'est important, tu vois, de commencer, même si tu fais des études, et c'est peut-être, alors, je vais pas parler politique, mais c'est peut-être le reproche qu'on pourrait faire à certains, je pense qu'à un moment donné dans la vie, il faut quand même voir ce qu'est le travail d'ouvrier, pour peut-être comprendre un peu plus le monde et comprendre les gens. Donc c'est des expériences galères, mais très très importantes. Voilà pour une de mes C'est pas premières faux. expériences. Surtout de voir un métier où en fait t'as pas trop de perspectives, quoi. Enfin, je suppose que t'avais des gens, ils étaient là et puis ils savaient que dans 5 ans, 10 ans, ils seraient sûrement là et tu vois pas le métier de la même façon quand t'essayes de gravir les échelons et de gagner toujours plus que quand t'es ouvrier et que en fait tu veux un peu te préserver en faisant bien ton boulot, mais c'est complètement une autre mentalité, quoi. Exact. Moi, je voyais, il y avait des mecs qui avaient 40, 50 ans, qui étaient là depuis 10, 20 ans, enfin ici ou ailleurs, mais et qui me disaient, mais putain, quand je parle avec eux, mais tu as un bac plus 5, qu'est-ce que tu fous là? Je leur expliquais, écoute, j'ai pas d'expérience, je suis en train de faire mes études, c'est des vacances, écoute, je prends ce qu'il y a à apprendre. Eux-mêmes étaient choqués, tu vois, donc ouais, c'est pas drôle tous les jours, quoi. C'est clair. Ok, cool. Enfin, cool. Voilà, une première expérience, on en a tous eu, hein, même des plus ou moins bonnes. Même moi, je travaillais un été chez Decathlon. Ça a l'air d'être un boulot cool, mais franchement, c'était bien galère. J'étais tout le temps debout. Je devais tout le temps remettre des baskets. J'étais au tennis là. Il fallait tout le temps remettre les lacets dans les baskets et tout. C'est un truc, ça peut te rendre fou pendant un mois. Non, mais si tu fais ça pendant 10 ans, c'est du Fordisme, c'est du travail à la chaîne, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Et du coup, en fait, moi, je t'avais connu. Alors, c'est assez marrant comment, on s'est rencontrés. On peut pas dire ça vraiment, mais j'avais lu un de tes premiers livres que j'ai d'ailleurs recommandé dans un autre podcast. Ah. Et puis tu m'as écrit parce que tu as écrit un second livre et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc c'est le Bye Bye Patron. Moi, j'essaye aussi dans mon podcast de parler de tout ce qui est investissement pour justement pouvoir dire Bye Bye Patron en toute sérénité. Mais il y a d'autres voies qui existent, dont celle que t'as empruntée. Donc, qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé, à quel âge, qu'est-ce que tu as fait, et puis pourquoi, du coup, on est aujourd'hui ensemble en train d'échanger. Ah, c'est vaste question. Alors, je vais essayer d'y répondre sans trop m'éparpiller. Écoute, au départ, j'ai suivi un cursus. C'est toi l'invité, hein, tu parles autant que tu veux. Hein. Moi, les gens ils me connaissent. Ça. Bon, alors, je vais parler vite fait on va dire, de choses moins importantes, plus générales. Bon, j'ai eu un cursus classique. J'ai fait des études d'économie, et puis après, je me suis un peu perdu dans des emplois administratifs différents. Et puis, moi, j'ai envie de dire, mon problème, c'est que j'avais du mal à m'adapter. Non, il n'y a pas de souci, je m'adapte au bureau, aux emplois de bureau, mais c'est comme je dis dans mon livre, c'est que j'ai toujours eu du mal à comprendre la finalité d'être salarié et même d'évoluer, avoir une carrière dans une grosse boîte. Ça m'a jamais vraiment intéressé parce que, comme je dis, je ne vois pas, à part, oui, pour avoir l'argent, etc., le salaire, le statut, mais ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Et puis, parallèlement à ça, j'ai toujours aimé écrire. Donc après, j'ai écrit, mais sans forcément publier, etc.
Et le premier livre que j'ai publié, donc Le pouvoir de l'agenda, ça a été une façon un peu on va dire, de me lancer, de me faire un peu connaître. Alors, un peu connaître, restons, voilà, ça restait un peu à petite Faut échelle. bien commencer quelque part, hein. Exactement, Ouais. voilà. Et donc, en fait, ce livre, j'explique un peu comment s'organiser dans la vie et comment tout mettre en œuvre via un agenda pour réaliser ses projets, éventuellement ses rêves. Et donc, l'un de mes rêves dans mes projets, justement, que j'ai réalisé, c'était comme on a parlé, de partir en Asie tout seul en sac à dos et voyager durant de longs mois un peu en freestyle, quoi, vivre au jour le jour. Rêve que j'ai réalisé. Et puis, voilà, et puis finalement quitter mon boulot de salarié, quoi. Oui, tu allais dire quelque chose? Et du coup, ça s'est passé quand? Quel âge t'avais? Quand? Et peut-être combien t'avais? Enfin, t'es pas obligé de nous présenter ton patrimoine, mais combien t'avais d'argent pour ce voyage, pour qu'on se rende un peu compte. Donc, quel âge t'avais? Dans quelle situation t'étais? T'avais une femme, des enfants? Et voilà, combien t'es parti? Pour combien de temps? Ok. Alors, j'avais pas de femme, en tout cas pas de femme au sens mariée ensemble, etc. J'avais pas d'enfant non plus. Donc j'étais salarié depuis 12 ans à peu près dans la même boîte, une grosse boîte française. Et donc en fait je suis parti un peu, comme je dis, ça faisait un moment que je voulais partir, je n'avais pas trouvé le courage, et puis un jour je l'ai trouvé. Peut-être qu'on en parlera plus tard comment j'ai trouvé ce. Bah, c'est peut-être le moment. Tu peux nous en parler maintenant, si tu veux. Finalement, c'est peut-être grâce à des gens comme toi, j'ai envie de dire, parce que j'avais cette envie, mais je n'avais pas le courage de, tu sais, tu vois, il faut quand même le courage pour même un congé sabbatique, de dire allez ciao, je m'en vais, je quitte l'appart, etc. Et moi, je ne l'avais pas. Et c'est finalement en écoutant, alors, j'allais dire des gens comme toi ou même des gens plus concrets qui étaient sur le terrain, qui ont fait le genre de voyage auquel j'aspirais. Et à force de les écouter, c'est pour ça que c'est important d'écouter des podcasts, des vidéos, lire des blogs inspirants de gens qui ont fait en fait ce que toi tu aimerais faire. Et donc, j'ai écouté ces gens pendant des mois. Et au bout d'un moment, le cerveau, il explose. Il se dit, mais merde, eux l'ont fait, pourquoi tu ne le fais pas? Et à un moment donné, tu es obligé de le faire parce que tu as tellement ça en tête que tu ne peux plus reculer. En fait, ouais. T'as une sorte de schizophrénie entre tout ce que t'écoutes tout le temps et en fait ce que tu fais. Exactement. Et au bout d'un moment, voilà. T'es obligé de retrouver une cohérence. Sinon, tu deviens fou. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire, toi, tu vas au bureau tous les matins. Donc, moi, j'étais à Strasbourg. Je prenais pas le métro, mais le tram ou le vélo. J'arrive au boulot. Bon, je fais mon boulot. Je dis pas qu'il me déplaisait pas non plus. N'exagérons rien, mais et en même temps, j'écoutais des mecs qui me racontaient, ben, écoute, je suis en Inde, je suis aux Philippines, je suis en Malaisie. Moi, je disais, merde, bon, à force de les écouter, ben, tu es obligé de passer le cap. Et donc, là, j'ai pris ma décision quasiment sur un coup de tête. Du jour au lendemain, j'ai dit, bon, allez, maintenant, on passe à l'action. Donc, j'ai posé mon projet sabbatique. J'avais un patron qui était cool, donc ça va, il a accepté. Et sinon, ben, pour le budget, alors, le budget, c'est intéressant. J'en parle dans mon livre parce que j'ai envie de dire, il y a un peu un imaginaire sur l'Asie. C'est qu'on entend partout que l'Asie, ça coûte que dalle. Alors, tu écoutes les mecs avec 400 balles, ça y est, tu peux vivre en Asie tranquille. Bon, c'est pas vrai. Alors, c'est pas vrai. C'est vrai, oui, c'est vrai si tu veux bouffer du riz tous les jours, si tu veux dormir dans une auberge de jeunesse crado, et si tu veux rien faire d'autre que boire des bières j'allais dire, dans le hall de l'hôtel devant la télé. Là, oui, c'est possible. Ouais. Et moi, ce n'est pas mon ambition parce que là, j'ai 42 ans, ben, j'avais donc 39. Et donc, tu sais, avec l'âge, avec le temps, ben, on est un peu plus exigeant, forcément. On s'embourgeoise. Sans bourgeoisie, mais en tout cas, j'aspire à autre chose que cette vie de backpacker ou voilà. Donc, moi, j'avais tablé je pensais que j'allais claquer à peu près 800 € par mois. C'est pas ce qui s'est passé. Dès le premier mois, hop, je fais avoir. Mais bon, ouais, honnêtement, si tu veux bien vivre en Asie, il faut au moins 1200, 1300, 1500. Si tu veux quand tu voyages surtout, c'est ça surtout, c'est quand tu voyages aussi. Voilà, et puis c'est surtout, alors, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, comme je dis, j'en parle dans mon livre, c'est vrai que je parle beaucoup des rencontres, notamment des rencontres avec des femmes,
des ça rentre dans le détail, mais à un moment donné, est-ce que tu as envie de faire un bon resto, tu as envie de boire un verre dans un bar sympa, tu vois, c'est à mon âge, j'ai envie de faire ça, tu vois, j'ai pas envie de rencontrer Mm. une femme ou quelqu'un et de boire une bière dans un hôtel crado, tu vois, donc Ah, forcément. tout dépend ce que vous voulez, mais je dirais il faudrait au moins 1002 en Asie pour une belle Ouais. vie. Après, en dessous, on peut toujours, mais après, tout dépend, quoi. Puis après, t'as les déplacements, quoi. C'est Alors ça. après, oui, parce qu'il y a des avions entre chaque pays, il faut pas oublier. Ceci dit, il y a quand même pas mal Ouais. il y a des bons low cost en Asie, donc Ouais. c'est pas non plus une dépense énorme, hein, on s'en sort, hein. Mm. Donc oui, Ouais, surtout quand t'as le temps. Et c'est vrai que c'est un sacré point. Toi, tu parlais de l'Inde. Moi, j'étais en Inde aussi. Et t'as les prix. Alors, t'as des choses où tu peux vivre un peu comme les locaux, mais t'as des endroits, si tu veux y aller, t'as un prix pour les étrangers. Le truc complètement inimaginable en France. Mais voilà, j'étais au Pérou aussi. Si tu veux aller au Machu Picchu, toi, tu payes $150 l'aller-retour. T'as pas le choix. Enfin, tu peux prendre des voies qui te prennent 2 jours. Et puis les locaux, ils payent $6. Et quand t'es en Inde, je sais plus, enfin souvent c'était genre 40-50 roupies pour les locaux. Et puis toi, ça, si tu vas aller dans n'importe quel palais, t'en as pour, je sais pas, 300 roupies quoi. C'est vrai que ben, c'est ça, en fait, c'est comme tu dis, c'est un truc, quand tu voyages, tu visites, ça coûte cher. voilà, mais en C'est fait, comme ça. ce que tu as souligné, et moi, ça m'a marqué aussi, c'est que, comme on dit en France, imagine, on ferait payer plus cher pour des étrangers. Alors là, de suite, ça serait racisme, intolérable, c'est pas possible. Alors que tu vas là-bas, tu te rends compte, mais eux n'en ont rien à faire. C'est-à-dire que oui, moi Ouais. j'ai même vu au Vietnam où j'ai halluciné, c'est que les parcs, alors pas tous, mais beaucoup de parcs publics, c'était, je crois, quand j'étais à Hanoï, en fait, les entrées sont payantes pour les étrangers. Mais Ouais. en fait, étranger, le mec, il contrôle pas les cartes d'identité. En fait, c'est ta gueule. Donc en fait, moi, je me rappelle Ouais, bien sûr. plein d'Asiatiques qui rentraient, ils demandaient rien. Moi, il a vu ma gueule de blanc, hop, faut payer. Et tu vois, c'est vrai, bon, moi, je m'en fous, après, ça me choque pas, mais c'est vrai que pour, on va dire, l'occidental moyen, un peu, Ouais. vous pouvez le choquer, mais eux, Ouais. ils en ont rien à faire, quoi. C'est pas ce qui Ouais. t'arrive, quoi. Selon ta gueule, quoi. Bah, c'est ça. Moi, j'ai un pote français. Il est né au Laos. Et j'avais été avec lui en Asie, on avait fait pas mal de pays. Et chaque fois, tu sais, il dit Where do you come from? Et lui, il dit France. Et le gars, il dit non, tu vois. Et tout de suite, il lui dit non, toi, tu m'aimes pas de France. Et donc, ouais. Ok. Et donc, tu peux nous raconter peut-être un peu ton périple. Ouais, bah, tu le décris assez bien dans le livre. Et bon, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, le style est beaucoup plus élaboré forcément dans ton deuxième livre que dans le premier. Donc ton parcours, t'as commencé en Inde, c'est ça? Qu'est-ce que peut-être tu peux nous raconter quelques, je sais pas, deux trois highlights de l'Inde, pourquoi t'étais allé là-bas, qu'est-ce que t'as appris, et peut-être si t'arrives à avoir des, je sais pas, des retours sur qui t'ont marqué encore maintenant, si tu peux nous en parler, je pense que c'est Oui. intéressant. Alors l'Inde, alors comme je dis dans mon livre, c'est vrai que commencer un périple asiatique par l'Inde, en général, ça se fait pas trop. Enfin, quand on fait un long voyage, parce que l'Inde, c'est vrai que c'est un peu un pays hardcore. Tout le monde le sait, mais une fois sur place, on se rend compte que c'est encore plus hardcore qu'on pouvait l'imaginer. Mm. Donc, oui, moi j'ai une passion pour l'Inde, ça fait 15 ans, 20 ans. J'ai toujours aimé le cinéma de Bollywood, la musique, la culture, l'histoire, etc. Donc forcément, je devais passer par l'Inde. Et alors par contre, oui, c'est vrai quand je suis arrivé à Bombay, donc c'était la première étape de mon périple, alors que j'étais super enthousiaste et tout. Et là, je sais pas, j'ai eu un choc, ça a été une certaine violence. Je me suis senti un peu, tu vois, un peu perdu parce Qu'est-ce que que je fous là? le truc, c'est que voilà, moi j'avais déjà vécu l'Inde 2 ans auparavant, mais je l'avais vécu dans un cadre, un voyage, on va dire un peu organisé. Donc tu fais des hôtels 4 étoiles, tu as un taxi qui vient te chercher le matin, qui t'amène au Taj Mahal, etc. Donc là, ça va, c'est cool. Mais quand tu fais seul, en sac à dos, et tu es largué dans Bombay, ben c'est plus pareil, quoi. Et voilà. Et moi, ce qui m'avait choqué, alors c'est la pauvreté. Alors, Les avions, ils arrivent la nuit en plus souvent d'Europe. T'arrives genre à, enfin, c'est ça. Et donc il est 10h, c'est 11h. ça. Ouais. Et moi, ce qui m'avait un peu, alors ce qui m'avait surpris, pas surpris, je le savais. Alors c'est la pauvreté, évidemment. Tout le monde sait que l'Inde c'est très pauvre. C'est pas un scoop. Mais moi, ce qui m'a surpris en Inde, notamment à Bombay, mais c'est un peu pareil partout, c'est que
c'est que finalement, il y a pas vraiment de frontière entre les riches et les pauvres. Tu vois, par exemple, en France, comme je dis, ben, bon, je prends l'exemple de Marseille, c'est ma ville natale. Donc, à Marseille, bon, ben, les quartiers sud sont assez, bon, riches ou classe moyenne. Tu as le nord qui est pauvre et une partie du centre qui est très pauvre. Il y a comme une frontière, en fait. Et en Inde, c'est que tout est Mm. mélangé. Moi, j'ai halluciné. Je me baladais sur le bord de mer vers le Taj Mahal, donc le prestigieux hôtel, peut-être un des plus luxueux au monde. Et tu as un bidonville à 5 minutes à pied. C'est qu'en fait, Mm. tout se mélange. Les riches, les pauvres Mm. vivent au même endroit. C'est ça qui est assez. Ben, en fait, je pense qu'il y a, alors je sais pas ton point de vue, mais moi, en fait, j'avais un pote à moi qui habitait là-bas et sa copine, elle était journaliste à l'AFP, donc elle allait parfois, elle a été dans le village le plus sale d'Inde, truc comme ça et tout. Donc ils nous avaient emmené un peu dans les deux côtés. Et eux, ce qu'ils m'expliquaient, et je pense, enfin, ça avait l'air en tout cas plausible, c'était que les riches, ils avaient besoin, tu vois, ils avaient tellement de servants, de chauffeurs, de maids et tout, et forcément, il n'y a pas de transport en commun comme chez nous, il n'y a pas de voiture et tout. Donc en fait, ça fait comme des petites grappes, quoi. Enfin, t'as un îlot riche, et puis en fait, t'es obligé de coller les gens moins aisés. En fait, ils vont se coller à ça parce qu'ils peuvent pas traverser la ville. Et c'est vrai que ça fait un monde bizarre. Enfin, pour nous, c'est vraiment bizarre, Tu quoi. sais exactement ça. C'est qu'en fait, les pauvres sont obligés d'habiter près des riches pour pouvoir bosser pour eux. Et moi, juste Mm. un truc, tu parlais d'anecdote, un truc qui m'avait choqué, enfin, pas choqué, mais surpris, le premier jour, l'hôtel où je suis allé, qui était pas un hôtel extraordinaire, tu vois, mais donc je vais dans l'hôtel et puis moi, j'aime bien, je suis curieux, je monte sur le toit, sur le rooftop, et là, j'hallucine, je vois carrément qu'il y a des employés qui vivent là, en fait, hein. Ils avaient étendu leur linge, il y a des mecs qui cuisinaient. En fait, les types vivaient sur place. Ils Ouais, vivent chez ouais, l'employeur, quoi. Ils n'ont pas le choix. C'est pour ça que l'expatrié c'est et la incroyable. richesse se côtoient au même endroit. Et c'est ça qui peut être un peu déstabilisant Mm. au début. Ouais. Et à côté de ça, bah moi je m'en souviens, j'étais allé à Delhi dans une sorte de rue de la soif, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais une rue où il y avait que des bars, mais sur 4 5 étages. Et j'étais en train de négocier le prix des shots. Genre le gars il voulait me payer, je sais pas, c'est genre $6 le shot, le truc que même à Paris ça coûte pas ce prix-là, tu vois. Et t'avais les Mercedes classe S qui déposaient. Alors c'est sûr, il y a peut-être que 1% ou je sais pas des Indiens qui sont riches, mais sur une ville de 20 ou 30 millions d'habitants, bah en fait, ça te remplit toute une rue. Et même si toi, tu gagnes bien ta vie, bah, t'as l'impression d'être pas un clochard, mais de galérer à côté d'eux, quoi. Et c'est vrai que c'est un drôle de monde. Ah ben, il y a beaucoup de milliardaires aussi Et ensuite, là-bas. Donc, c'est vrai ouais, c'est ça, là, j'ai encore plus énorme que chez nous, quoi. Donc, ouais, ouais, c'est sûr. Et du coup, donc en Inde, tu t'es resté combien de temps en Inde? oh, j'ai dû rester, un mois à peu près. Alors, j'avais prévu de rester plus au départ, mais, finalement, j'adore ce pays, mais à un moment donné, c'est malheureux à dire parce que comme je dis, j'adore ce pays, mais à un moment donné, tu finis par un peu, craquer. Tu satures, Tu satures. tu satures, ouais. Tu satures parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop de monde, il y a trop de pollution et c'est comme ça, voilà. L'Inde est un pays très dur, donc voilà, sur le long terme, ça devient un peu compliqué. Donc je suis resté moins longtemps que j'avais prévu et j'ai quitté le pays avant mon planning, on va dire, de départ, un planning que je n'ai pas respecté de toute façon. Donc moi, c'est un peu ça le voyage, hein. Bah, c'est ça la joie des voyages. Mais c'est sûr que voilà, on va pas, de toute façon, on est dans un podcast, on passe pas à la télé ou quoi. Mais l'Inde, moi, tu vois, la pauvreté, tu t'y attends. Et encore, moi, en tout cas, j'ai trouvé qu'elle était, alors quand tu la vois, elle est vraiment dure. Elle est à plein d'endroits, mais elle est pas, c'était comme à la télé, tu vois, pour moi. C'était pas, tu vois, la télé, elle nous avait limite montré une image presque un peu pire, je trouve que, par Ouais. contre, ce à quoi je m'attendais pas du tout, c'était la pollution Ah et le problème des hommes-femmes, quoi. Qui étaient dans la rue, il y a que des hommes, il y a pas de femmes. Euh, et ça, je m'y attendais pas, tu vois. Alors que la pauvreté, bon, ben voilà, tu sais, en Inde, t'as vu 3 films. Là, je sais plus, avec Patrick Swayze, là, il y avait un film, là, quand j'étais petit, puis après, Ouais, Slumdog Millionnaire ouais, ou quoi. ouais, ouais. Ouais. Ben ouais, ben même le Ok. truc. Et du coup, t'es parti où? Ah, Vas-y, vas-y. non, j'allais dire sur, oui, sur le truc homme-femme, c'est vrai que j'en parlais aussi, c'est un truc qui m'avait marqué, c'est que bon, on va pas rentrer dans les détails, mais tout le monde sait plus ou moins qu'il y a les castes, la religion, donc séparation homme-femme, la femme doit être prude, voilée ou avec un sari.
pas de relation avant le mariage, etc. Et donc ça crée des situations un peu ambiguës. Et moi, je me rappelle, j'étais allé en boîte 2-3 fois en Inde ou dans des bars un peu de nuit. Et tu hallucines en fait parce que les mecs dansent entre eux, quoi. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas homo, c'est pas la question, c'est juste que on ne danse pas avec une femme parce que non, une femme elle reste à la maison ou alors si elle sort ou elle va au bar, allez, ça arrive dans les milieux, les classes aisées, mais il y a toujours cette barrière, quoi. Non, voilà, on danse pas avec la femme, évidemment, embrasser une femme en public, imaginons même pas. Donc oui, c'est vrai qu'en fait les mecs se retrouvent en trône même dans les boîtes, quoi. C'est assez bon, c'est rigolo, c'est un petit côté tragique aussi, mais et donc ouais, Et à côté de ça, toi, t'as trouvé une femme sans la chercher là-bas. oui, c'est bon, tu as lu le début de mon livre. Oui, en effet, alors c'est ça qui est un peu hallucinant, c'est que je me suis fait brancher par une Indienne dans un bar, quoi, et approuvé. Et pour moi, ça a été un choc, enfin un choc dans le genre. Comme je dis, déjà pour un homme, même en France, se faire brancher par une femme, soyons honnêtes, ça nous arrive pas 10 fois par jour. En général, c'est l'homme qui y va. Mais là, en Inde, je me suis dit merde, et comme quoi, c'est le décalage extraordinaire en fait qui est en train de se passer. C'est le capitalisme qui s'impose, et donc une frange des populations indiennes va adopter nos mœurs occidentaux, occidentales, féminins. Et à un autre côté, on a les mecs des bidonvilles où il est interdit ne serait-ce que de regarder une femme. Donc c'est vrai que c'est vraiment le pays des extrêmes à tous les niveaux, quoi. Tout est possible là-bas, on va dire. Voilà. Donc, vous pouvez vous faire aborder par une femme. T'avais déjà perdu tes cheveux? Ah oui, mes cheveux, ouais, ça fait un moment, je les ai perdus. Ouais. Ils sont pas restés. Ok, donc voilà. Ouais. Mais juste bien le micro assez proche de ta bouche, hein. Un tout petit peu. Ouais, C'est comme mieux ça, c'est bien. Ok. Ouais, là, ça c'est va. bien. Et du coup, après, t'es parti au Sri Lanka, c'est ça? Oui, alors je suis parti au Sri Lanka. Oui, bon, ça c'était plus ou moins prévu. Donc le Sri Lanka, c'est un peu bon, évidemment, c'est le petit. Moi, j'appelle ça le petit frère, quoi. Il y a énormément de points communs ethniques, religieux, architectural avec l'Inde. Mais bon, le Sri Lanka, c'est quand même un pays plus calme. J'ai envie de dire, tu as l'impression un peu de faire un bond, peut-être à l'époque coloniale, à l'époque des westerns, même si le western, bon, ça se passe pas en Inde, mais pour te dire un peu l'idée, tu sais, avec des vieux trains, avec de la fumée, les paysages avec les ponts en pierre, la culture de thé. Donc ouais, le Sri Lanka, ouais, plutôt. Il y a un petit côté Inde. Les villes sont quand même assez hardcore aussi. Hein, c'est pas attention. Mais oui, il y a ces paysages. C'est encore un territoire vierge. C'est un peu, pour moi, c'est des paysages à la Indiana Jones. Donc vraiment, ouais, le Sri Lanka, c'est à faire. Par contre, ouais, le Sri Lanka, bon, pour ceux qui veulent y aller, il faut savoir que c'est quand même au niveau politique, c'est quand même très très tendu. Bon, quand j'ai débarqué, il y a eu une crise politique majeure. Ça a failli partir en vrille. Bon, c'est pas parti en vrille heureusement, mais c'est un pays qui a connu une guerre civile dans les années 80 à 2000, une guerre violente avec des centaines de milliers de morts. Donc, ouais, c'est un pays très instable. Il faut toujours se renseigner, quoi. C'est à voir, quoi. Vraiment, ouais. Ouais. Alors, au Sri Lanka, j'ai jamais été, mais déjà, entre le nord et le sud de l'Inde, il y a quand même un gros décalage, hein. Je pense que tu l'as vu. Le sud, c'est quand même beaucoup plus calme ou, je sais pas, enfin, paisible, en tout cas. Il y a moins de monde, et je suppose que le Sri Lanka, j'étais jamais, mais voilà, il a peut-être plus d'influence de ce sud de l'Inde. Oui, parce que oui, c'est des populations, c'est des Tamouls, donc c'est des populations du sud de l'Inde qu'on trouve au Kerala, par exemple. Donc, ouais, c'est un peu plus tranquille. Même si les villes, ça reste le côté chaos et anarchique. Bon, voilà, c'est incroyable, mais ça va, quoi. C'est plus paisible quand même. Commencez par le Sri Lanka parce que l'Inde, c'est violent. L'Inde. Alors, en fait, je pense que chacun, il a son curseur, tu vois, de bruit, de monde, de pauvreté, mais en fait, c'est très dur de faire le parallèle, mais tu vois, en ce moment, par exemple, dans l'investissement immobilier, t'as plein de monde. Tout le monde veut acheter. Après, je peux pas en vouloir. Je fais des podcasts là-dessus. Ouais. Mais c'est un peu chacun pour sa peau, tu vois. Et en fait, quand tu vas en Inde, je trouve, alors bon, les gens, tu leur demandes, ils vont t'aider. Mais tu vois que c'est une vie
un peu à chacun pour sa peau, alors que toi, peut-être que dans l'imaginaire occidental, on t'a appris, je sais pas comment, mais on t'a infusé, voilà, le bien commun, faire attention à son prochain et tout, pas faire trop de vagues et tout. Donc c'est un peu quand tu voyages, moi je trouve que j'ai fait un épisode sur le voyage, en quoi ça fait de toi un meilleur investisseur. En tout cas, t'apprends à négocier, t'apprends à prendre tes responsabilités, parce qu'en Inde, personne va le faire pour toi. Et puis voilà quoi, hein, c'est ça. Ben, ce que tu dis, Ok. Et donc là, on a. ouais, j'allais te dire, Vas-y, non, vas-y. parce que c'est vrai que pour suivre un peu ce que tu dis, c'est vrai que quand on parle d'Asie en Occident, on a l'impression que, en gros, bon, l'Asie, ils sont zen, solidaires, peace and love. Non, c'est pas vrai. Tu vas en Inde, c'est comme tu dis, bah, c'est chacun sa merde, mais à un niveau inimaginable pour nous. C'est-à-dire qu'en Inde, tu as des gens qui, écoute, j'exagère un peu, mais j'ai vu une fois, j'en suis pas sûr, mais j'ai cru voir un cadavre, j'en suis pas sûr, mais oui, un cadavre, les gens vont l'enjamber. Tu as des gars, moi j'ai vu des trucs hallucinants à Delhi. Tu as pu le voir surtout à Delhi où des gamins de 2 ans, 3 ans à poil en plein centre-ville qui errent comme ça au milieu des chiens et tout le monde s'en fout. C'est pire que nous en fait. Mhm. Chez nous, Ah, tu vois un chien, moi je vois dans mon quartier, tu vois, ça n'existe pas même un chien abandonné, tout le monde s'affole, on appelle la SPA, la police, on met des affiches. Il y a des gosses seuls dans la rue et tout le monde s'en fout. C'est encore un autre ouais. niveau quoi. Il y a pas tant de solidarité que ça. Il y en a, mais il y a quand même du chacun. C'est Ouais, différent. C'est dur à ouais, c'est comprendre. dur. C'est oui. Et moi, c'est vrai que j'ai un, en fait, j'ai un appartement dans un petit immeuble, et puis un des copropriétaires, c'est un Indien. Je parle avec lui, il est super, super sympa. Mais tu vois que, en fait, parfois, et puis on a un problème avec un autre copropriétaire, et qu'il a une façon de voir les choses complètement différente de la nôtre, quoi. Qui est là, ouais, tu sais pas d'où ça vient, son truc. Enfin, il a l'air de, je sais pas, de rationaliser ça ou de relativiser. Alors que moi, ça m'énerve, tu vois, j'ai juste envie de le claquer, le mec. Mais lui, il est beaucoup, je sais pas, dans une démarche, et je suppose que ça vient un peu de sa culture Oui, il y a indienne. un gros relativisme dans ces pays, dans toute l'Asie même, mais surtout en Inde. Ouais. Moi, je prends des exemples, c'est que, ben voilà, à 3 heures du matin, les mecs discutent devant ta porte à l'hôtel, ils en ont rien à faire. Pour eux, c'est normal, en fait. C'est même pas un manque de respect, c'est normal. C'est, voilà, donc voilà, c'est difficile, mais bon, Ouais. chacun sa culture, hein. Ouais, pour savoir, hein. C'est pas nous qui allons, on n'est pas là pour. J'ai même pas essayé de le changer celle de mes voisins là où j'habite, donc c'est sûrement pas là en voyageant qu'on va le faire. Et du coup, après le Sri Lanka, t'es parti où? Alors, je suis parti en Malaisie. Alors c'était un peu sur un coup de tête aussi. Tu sais, j'en ai eu marre du Sri Lanka, du sous-continent indien. Et je me dis tiens, allez où je vais? J'ai pris la carte, allez direction la Malaisie. Alors Malaisie, j'étais parti pour rester 3 jours à Kuala Lumpur. Et puis finalement, j'y suis resté 3 mois parce que je suis tombé amoureux de cette ville. C'est vraiment une ville, c'est une ville extraordinaire. Je crois que d'ailleurs, oui, la Malaisie a le plus gros PIB d'Asie du Sud-Est, un des plus gros. Et en fait, tu as l'impression de débarquer à une espèce de New York, peut-être un New York des débuts, tu vois, où il y a ce dynamisme. Ça dort jamais. Moi, enfin, Kuala Lumpur, moi, j'ai un souvenir où j'hallucinais. J'étais à l'hôtel, je dormais, et d'un coup, je sais pas, j'avais faim. Il était 3 heures du matin. Putain, faut que je bouffe un truc. Tu sais, des fois, ça arrive. Bon, évidemment, tu n'as pas de frigo dans la chambre d'hôtel. Je dis bon, allez, je vais aller voir dehors, mais j'y croyais pas trop. J'ai fait bon, à 3 heures du matin, il y aura rien. Allez, je tente. Au mieux, un 7-Eleven. Je sors, j'étais dans Bukit Bintang, pour ceux qui connaissent, le quartier un peu central. Je sors, je vois tous les restos ouverts, tous les bars, des mecs qui font des barbecues. J'ai dit, merde, on se croirait un Ouais, samedi à 20 heures à Paris, quoi. Et là, ouais, c'est ça a été ça. un choc, j'ai compris, j'ai dit, putain, mais on est sur une autre planète, là. Ben c'est ça, quand tu voyages en Asie, toi, bah, on en a parlé un peu, t'as habité à Strasbourg, c'est quand même une des 10 plus grandes villes de France. À partir de 11 heures, tu sais plus où manger, quoi. Tu vas en Asie, tu vas n'importe où. Kuala Lumpur, en plus, bah, après, c'est le cliché, mais t'as les deux Petronas Towers, Oui. là. Franchement, tu vois ça claque, hein. Tu montes moi, j'étais monté là-dedans. Ouais, t'es dans enfin, voilà, t'es dans un autre monde, quoi. Tu vois que le futur, il est là. Enfin, c'est le présent, Moi, mais, ça, c'est que, et tu peux manger partout, tu peux manger vite, tu peux manger assez bien, et t'as des food courtes partout, quoi. Donc, c'est ça qui est, ouais, 3 mois. Et donc, 3 mois. quand tu vas en Asie, alors, en même temps, c'est jouissif,
Mais ouais, j'en parle souvent. Tu te rends compte en fait en tant que Français, Européen, occidental, quand tu vas en Asie, tu comprends que c'est fini pour nous, quoi. Alors j'espère que c'est pas fini. J'espère qu'il y aura un rebond, mais tu te dis c'est pas possible. On est à l'Ouest, nous, on est fini là. Tout le monde a peur ici. Tout le monde. Enfin, c'est une autre vie, quoi. Tu comprends que oui, l'Asie c'est pas l'avenir, c'est le présent, quoi. Ça y est, quoi. C'est fini, quoi. Ça fait peur. Ah, moi, j'adore aller en Asie. C'est vrai que ça va faire 2-3 ans que j'étais plus, avec le Covid, Pareil, hein. moi aussi, ouais. Mais c'est compliqué là. Mais là, t'as tout. Enfin, c'est vraiment. Et puis c'est super diversifié, hein. Tu vas en Inde. Moi, j'étais au Japon. Tu vas à Singapour, à Bali, ou à Kuala Lumpur. Ça a rien à voir. Ouais. Et comment t'as vécu 3 mois? C'est assez intéressant, je pense. T'étais 3 mois à l'hôtel ou t'as essayé de te trouver un petit logement? Comment ça s'est passé? Parce que 3 mois, ça commence à faire, quoi. Non, je suis resté. Alors, j'ai fait 2, 3 excursions pour ceux qui connaissent à Malacca, et Georgetown, Penang, vite fait. Mais non, j'ai changé un peu d'hôtel au début, et puis après j'ai réussi à trouver le bon hôtel parce que bon, c'est vrai qu'en Asie, alors c'est toujours la difficulté. Alors honnêtement, entre 10 et 20 euros, tu peux trouver franchement un truc très bien avec la clim, tout propre, etc. Mais c'est un petit bonheur la chance. Faut le trouver. Voilà, j'ai fait 4, 5 hôtels, j'ai trouvé le bon. Je suis resté. Alors, je suis resté pour plusieurs raisons. Je le raconte dans mon livre. Bon, encore pour une femme, quoi. On va pas tous. C'est un peu. Ah, voilà. On en revient toujours au même, hein. Ouais, on en revient toujours à la même chose. L'homme est faible, hein, qu'est-ce que je te dis. Mais au-delà de ça, oui, j'ai adoré la ville et puis surtout, pour moi, ce voyage, avant de partir, j'avais comme projet de faire un maximum de pays, de villes, de sites, etc. Et puis sur place, petit à petit, je me suis rendu compte que finalement, c'était le plus important, c'était pas de faire le maximum, j'étais bien à Kuala Lumpur, alors j'ai de compte à rendre à personne, voilà, j'étais bien, écoute, je reste et je suis resté 3 mois. Tu vois, j'étais plus dans cette course. C'est là que je fais la différence entre le voyage et le touriste. Le touriste, le vacancier, il a un planning serré. Tous les matins, il se lève à 6 heures, il a un train, un avion, il visite tel temple, il mange à telle heure. Bon. Alors que quand tu voyages sur le long terme, et c'est ça le côté extraordinaire, c'est que finalement, au bout d'un moment, tu fais ta vie de tous les jours. C'est un peu ça l'idée, c'est de vivre. Limite, quand tu commences à faire ton sport, c'est que t'es là depuis assez longtemps. C'est ça. Et je l'ai vécu, ouais, à Kuala Lumpur, ouais. Par contre, le footing à Kuala Lumpur, c'est un truc à faire une crise cardiaque, hein. La pollution, la chaleur. C'est chaud, quoi, parce que c'est vraiment violent, quoi, là. Ouais. Et la Malaisie, y a pas de l'alcool partout, hein. Ça, faut le savoir, hein. À Kuala Lumpur, t'en trouves, mais. Ouais. Alors, c'est un peu particulier, c'est vrai, ouais. Alors, justement, j'en parle aussi dans mon livre, là. C'est vrai, bon, là, finalement, c'est que la Malaisie est musulmane et l'islam est la religion d'État et la charia est appliquée. Ouais, mais quand on parle de charia en Europe, on a l'impression qu'il n'y a qu'une charia. On s'imagine les mecs en Arabie Saoudite qui coupent des mains. Bon, c'est pas que ça. La charia, il y a un tas d'adaptations. Et en fait, l'islam, c'est comme la chrétienté. Selon le pays, l'ethnie, c'est pas la même version. Donc eux, ils sont assez relax. Ils sont assez paradoxales. Par exemple, en Malaisie, je sais que l'alcool est interdit aux musulmans. Pour les non-musulmans, tu peux te bourrer la gueule, il y a pas de problème. À Kuala Lumpur, les grandes villes, ils en vendent partout. Donc c'est un peu, je sais pas comment expliquer. Je pense que c'est comme c'est une ville où il y a un gros melting pot. Faut savoir qu'à Kuala Lumpur, il y a 40% de Chinois, donc c'est énorme. Et il y a 10-20% d'Indiens, donc finalement le musulman est majoritaire, mais c'est limite. Et donc, je pense qu'ils ont ce que j'appelle le pragmatisme asiatique. Ok, on est musulman, ok, il y a la charia, mais en même temps, il y a tellement d'étrangers, d'autres cultures que on va les laisser faire. Et voilà, donc non, l'alcool, j'en trouve quoi, ouais, dans les grandes villes. Après, oui, si en Malaisie orientale, j'y suis pas allé, mais à ce qui paraît, là, oui, là, c'est un autre délire. Mais sinon, ils sont plutôt cool pour ça. Ok, qu'est-ce qui t'a fait partir au bout de 3 mois et t'es allé où? 3 mois, en fait, bon, alors je raconte pas tout, mais je peux pas rentrer dans les détails. Vous pouvez acheter, donc le livre, il est à 2,99 € en e-book pour l'instant. Ouais, c'est ça. Peut-être pas pour toujours. Vous saurez pourquoi je suis parti de Malaisie, mais il y a un moment donné, il fallait tourner la page, et puis je suis parti au Vietnam. Pourquoi? Je sais pas, le Vietnam, oui, ça m'a toujours
peut-être que le français a un lien forcément avec le Vietnam, vu notre passé. Donc oui, j'étais curieux de voir ça. Et donc je suis parti à Ho Chi Minh. J'ai eu un petit problème à la douane, donc j'ai dû repartir assez rapidement. Et puis après, je suis revenu. Donc j'ai fait oui Hanoï, Sapa, Ninh Binh. Donc le Vietnam. Alors le premier avantage, c'est que la vie est vraiment pas chère, quoi. C'est pour un Français, c'est vraiment. Je crois que c'est peut-être même moins cher que l'Inde. Franchement, à 2 € tu manges dans la rue. Les transports coûtent rien. Et il y a aussi un dynamisme. C'est comme toute l'Asie finalement. Ouais, un dynamisme. Exceptionnel, quoi. Ça n'arrête pas de bouger. Il y a des scooters partout. On a tous vu ces vidéos avec des scooters. Pour traverser la route. Voilà. Alors moi j'ai halluciné parce que quand j'avais vu ça, je crois que c'était à Saigon, carrément les mecs roulent sur le trottoir, quoi. C'est-à-dire que le trottoir devient une voie, quoi, en fait. Et donc c'est vraiment l'anarchie complète. Et ouais, le Vietnam, ouais, j'ai beaucoup aimé aussi, même si c'est plus compliqué aussi quand même peut-être de rencontrer des gens pour ma part, peut-être qu'il y aurait 2 explications. C'est que c'est un pays qui s'est ouvert au tourisme très tard, au capitalisme. Bon, c'est communiste, hein, comme on le sait. Donc le tourisme c'est un peu nouveau pour eux, donc ils sont pas prêts à ça, ils sont pas prêts à accueillir l'étranger. Et puis surtout, alors là je fais le malin parce qu'aujourd'hui je parle anglais bien grâce à ce voyage, mais c'était pas toujours été le cas. Mais oui, les Vietnamiens sont nuls en anglais. Bon, ils ont été colonisés par les Français, c'est le prix à payer. Donc moi, je galère des fois pour se faire comprendre. Ouais. Mais oui, c'est clair. Aussi, quoi. Et du coup, pour en revenir à l'Inde, t'as trouvé une copine. Là, c'est juste quand t'arrivais. Et tu parlais pas super bien anglais. Alors, je vais pas dire que j'étais nul non plus, mais j'arrivais à me débrouiller. Mais après, c'est vrai qu'apraprès, au final. Mais en Inde, très peu de gens, enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais très peu de gens parlent anglais, hein, contrairement à ce qu'on croit. Ou en Inde? Enfin, moi, ça m'a vraiment. Ouais. Enfin, beaucoup. Les gens que tu vois dans la rue et tout parlent pas anglais la plupart du temps. Je sais pas, à Bombay, Delhi, ça allait, je trouve, parce que après, si tu prends, oui, les gens que tu rencontres dans les bars, les serveurs, après, oui, c'est toujours pareil, ça dépend dans quel milieu tu es. Mais après, dès que tu es dans un milieu plus modeste, évidemment, oui, là, les gens parlent moins anglais. Ceux qui parlent anglais, c'est ceux qui sont amenés à travailler dans le secteur, soit des gens qui travaillent dans les bureaux à l'international, soit des gens qui travaillent dans le tourisme, l'hôtellerie. Mais bon, globalement, l'Inde, ça va. Malaisie, ça va aussi. Après, ça va. Et puis de toute façon, bon, on peut critiquer, mais on est mal placé parce qu'en France, nous les Français, c'est ça. Va à Strasbourg, va demander ton chemin en anglais, tu vas voir ce qui va t'arriver. Hein. Ouais. Et pareil à Marseille. Japon, t'as fait? Comment? Le Japon, t'as été au Japon? Non, alors c'était prévu sur mon planning de départ, mais mon planning a changé, donc finalement je n'y suis pas allé. Donc une prochaine fois, quoi. Parce que là-bas, c'est vraiment le pire du pire. Hein. Enfin, moi, des pays où je suis allé, là, l'anglais, ouais, c'est pas arrivé jusque là-bas. Ça fait le charme du pays, hein. Ouais. Mais c'est sûr que parfois, tu galères à fond. Ouais. Après, l'avantage au Japon, je pense que t'as pas du tout dans les autres langues asiatiques, c'est quand tu lis un truc, ils te comprennent. Tu vois, tu prononces toutes les lettres, ils comprennent. Alors que dans les autres langues asiatiques, je sais pas, t'as des accents, faut aspirer, expirer. Enfin, c'est super dur de te faire comprendre. Ok. Et du coup, Vietnam, combien de temps t'étais? 1 mois? Vietnam, j'ai dû rester 1 mois et demi, mais sur, on va dire en deux parties, quoi. En 2 parties. Ok. Et ensuite, tu pas. Vas-y. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ensuite, je suis parti. Alors, ouais, je suis parti un peu en Thaïlande vite fait. Donc ça, c'est un peu l'histoire. C'est comme je me suis fait, on va dire, un peu refoulé de la frontière, mais pas tout à fait. En fait, j'étais parti pour 1 mois, mais je m'étais gouré dans le visa, donc j'ai dû partir au bout de 15 jours. Donc je suis parti un peu en Thaïlande. Thaïlande, je vais pas m'éterniser. Je connaissais déjà, et puis je suis de moins en moins fan de la Thaïlande. J'ai envie de dire, il y a trop de touristes et j'en fais partie, donc je jette la pierre à personne, tu vois, mais c'est trop. C'est comme j'en parle aussi, c'est pour moi la plage, The Beach avec DiCaprio ou je sais pas si tu as dû le voir peut-être. Ouais. Ouais. Bon, j'étais encore au collège, hein.
Attention, hein, ça date. Alors. Hein. Et ouais, ce film, c'est ça, c'est qu'il montre en fait que la Thaïlande, finalement, c'est tellement occidentalisé, c'est tellement axé fête, prostitution, et c'est trop. Même moi, tu vois, je suis pas quelqu'un de choquable, j'aime m'amuser, j'aime les femmes, il y a pas de souci, je fais pas faire le prude, mais la Thaïlande, c'est trop, c'est trop. À un moment donné, tu satures. Enfin, moi, j'ai saturé, j'ai dit, c'est pas possible, c'est trop. Il y a trop de McDo, il y a trop de touristes, il y a trop de blancs, d'Américains, il y a trop de prostituées, en fait, c'est un supermarché, la Mm. Thaïlande, j'ai l'impression. Alors, après, il y a toujours des coins que tu peux trouver pour être plus tranquille, mais c'est vrai que même la plupart des îles, moi, j'ai fait Koh Lanta, il y a les Koh Phi Phi, les machins, les Phuket, les Pattaya, les Bangkok, bon, il y a même Chiang Mai aussi. Enfin, c'est gangréné partout, quoi. C'est trop, donc je suis pas resté longtemps. Enfin, j'y suis ici à la fin de mon voyage, mais bon, on va dire plus calmement, mais sinon, oui, ce que j'ai fait en plus ou moins les Philippines aussi. Les Philippines, alors les Philippines, je sais pas si tu es allé aux Philippines déjà. Non, Philippines, j'étais jamais. Alors, Là, il parle bien anglais. alors, Par contre, je connais un on parle Philippin assez bien. quasiment tous anglais, puisque bon, pour la petite info, pour ceux qui ne le savent pas, il est connu que les Philippines ont été colonisées par les Espagnols, mais que les Américains ont viré les Espagnols, je sais plus quand, en 1900 ou quelque chose comme ça, et donc les Américains ont colonisé les Philippines, et donc, ouais, la plupart, Les Américains ou les non, les Anglais? Américains. Ah, je connaissais pas C'est une histoire l'histoire. aussi, moi aussi, que Ok. je savais pas trop. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer que l'Amérique, les États-Unis ont colonisé. Ben oui, ils ont colonisé les Philippines, et donc la plupart des gens parlent anglais. Et tu sens d'ailleurs aux Philippines aussi, il y a ce côté américain qui a persisté, c'est-à-dire bon, dans la langue évidemment, mais aussi dans la culture des fast-food. Il y a énormément de fast-food, c'est impressionnant, quand ça fait même peur parfois dans les grandes villes. Il y a ce côté un peu, j'allais dire, alors j'ai pas vécu, il m'est rien arrivé, mais tu sens qu'il y a ce côté un peu gang latino. Je te jure, le Ok. mélange Espagne à Amérique. Ouais. Et tu sens la façon dont les gens sont. Ou même quand tu te promènes, moi j'ai promené dans des quartiers un peu chauds ou des semi-bidonvilles, et en Inde, ils te laissent tranquille, ils s'en foutent, ils te regardent même pas des fois. Aux Philippines, tu sens, c'est plus tendu, quoi. J'ai l'impression des fois d'être à Los Ouais. Angeles dans les grandes villes. Et mais Ok. bon, voilà, les Philippines, c'est les plages surtout, c'est les plus belles plages, quoi. C'est 7000. Ah, c'est connu pour ça. Voilà, si vous voulez vraiment du tourisme plage, farniente, allez plutôt aux Philippines plutôt qu'en Thaïlande, hein, parce qu'au moins vous arriverez à trouver une île où il y a pas trop de touristes. C'est vrai qu'en voyage, c'est important enfin, moi, alors bon, maintenant c'est un peu dur à dire, mais un des meilleurs voyages que j'ai fait, j'étais en Russie en octobre, C'est-à-dire, hein. et c'est un des meilleurs voyages que j'ai fait parce que j'étais le seul touriste, tu vois. Je sortais en boîte, je parlais. Alors bon, ok, il y avait qu'un Russe sur quatre peut-être qui parlait anglais, mais ils me demandaient tous qu'est-ce que tu fais là, tu vois. Et je pense que tu vas en Thaïlande, les gens ils te demandent pas Non. ça. Et après ils étaient là, mais pourquoi t'es là? Mais si t'es là, va là, c'est trop bien, fais ci, fais ça. Et en fait, du coup, ça a été un de mes meilleurs voyages parce qu'en fait, tout le monde était super ouvert avec moi, enfin, presque tout le monde. On t'apprend des trucs. J'ai passé des journées entières avec des Russes qui m'ont montré des trucs. Voilà, dans des grandes villes d'Asie, tu peux pas faire ça, quoi. C'est quasiment impossible. Originalité, ouais, c'est sûr. Ouais. Ok. Et du coup, bah, on a fait ton petit tour. Donc, donc là, t'as vécu que sur ton épargne t'es parti combien de temps en tout? Je suis parti 8 mois, donc sur mon épargne, en effet. Et on avait dit que tu étais en congé Ouais. sabbatique. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup par rapport à ce bye-bye patron temporaire? Bah écoute, ce qui s'est passé, c'est que moi au départ, bon, j'étais parti parce que j'en avais un peu marre de la routine, comme tout le monde. Parfois, j'avais envie de voir autre chose. Et puis j'aime le voyage, donc je voulais partir sur le long terme. Et puis au départ, j'avais prévu de revenir, parce que c'est le principe du congé sabbatique, c'est tu pars, évidemment, tu n'es pas payé, hein, je le dis pour ceux qui rêveraient, non, non, il n'y a pas de salaire. Donc, l'idée, c'est que quand tu reviens, tu récupères ton boulot comme si de rien n'était, puis ça repart. Donc moi, c'est ce que j'avais prévu, bonjour, plus ou moins, c'est ce que j'avais prévu plus ou moins. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai été distrait, quelqu'un est passé derrière. Il faudra Du coup, ouais, t'avais prévu de revenir à ton boulot, mais t'es pas Alors en revenu. fait, oui, je pensais que j'allais revenir, j'étais pas sûr, et puis finalement, tu sais, au fil du temps,
ben, quand tu connais justement ce degré de liberté, d'autonomie, que tu rencontres énormément de gens, ben, comme je le dis petit à petit, je ne peux plus revenir. C'est-à-dire qu'au départ, je me disais peut-être au bout de 3 mois, ouais, tiens, je resterai bien en Malaisie, par exemple. Puis, bon, non, on verra. Et puis après, tu te dis, tiens, si j'essaie de faire autre chose, et puis après, tu te dis, et si je quittais le boulot, et puis après, au bout d'un moment, tu te dis, non, mais je quitte mon boulot, c'est tout. Et tu fais le mail à ton patron, tu l'appelles, c'est terminé. Parce qu'en fait, tu ne peux plus faire autrement. C'est-à-dire que moi, j'ai peut-être quitté mon boulot un peu sur un coup de tête. C'est vrai que, bon, voilà, si j'avais réfléchi un peu plus avant, peut-être j'aurais mieux préparé mon rebond, évidemment. Mais c'était tellement puissant, ça te donne des ailes, en fait. Ce genre de voyager seul, alors en Asie ou ailleurs, peu importe, mais ça te donne des ailes, ça te donne une confiance en toi énorme et tu n'as plus peur de rien, en fait. C'est-à-dire, je dis, je quitte mon boulot. Est-ce que je vais me planter? Est-ce que ça va foirer? Ben, écoute, je m'en fous. Je m'en fous. Je suis tu vois, tu passes au-dessus de ça. C'est-à-dire que tu te sens, en fait, j'allais dire intouchable ou, je sais pas comment l'expliquer. Sur un nuage, quoi. Enfin, voilà. Peur de rien. En fait, tu n'as plus peur de rien. C'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai quitté mon boulot avant même de revenir. Ce qui n'était pas forcément prévu. Ok. Et à ce moment-là, t'avais vraiment tout coupé tes dépenses en France, je suppose. Genre loyer, t'avais plus d'appart, t'avais plus de Non, non. téléphone, Voilà. t'avais plus Alors, de. justement, ouais, petit conseil au passage pour les gens qui veulent faire ça, coupez tout parce que, bah, ça évite à moins que Tu sais pas quand tu vas revenir. vous soyez rentier. Mais non, ouais, j'ai tout coupé. J'avais plus d'appart, plus rien et tout. Donc, ouais, en fait, tu pars, ouais, il y a plus rien qui t'attend à part le boulot, donc, mais faut pas avoir peur de ça, quoi. Écoute, au pire, moi, quand je suis revenu un peu je suis rentré à Marseille, j'étais chez mes parents, je suis resté 2 mois, voilà, bon, tu vas chez des amis, bon, le temps de rebondir, mais oui, j'avais tout coupé, il y avait plus rien à part mes amis, ma famille, il y avait plus rien qui m'attendait ici, quoi. Et si t'avais eu, admettons, je sais pas, 2, 3 apparts qui t'avaient rapporté, je sais pas, 2 000 € par mois, est-ce que ça aurait changé quelque chose à ton voyage à ce moment-là? Eh ben, je serais pas revenu. Ouais. Eh ben, ça aurait changé, oui, je serais pas Ok. revenu et j'aurais pas créé une activité, pour gagner ma vie. Je serais resté, comme on a parlé, bon, voilà, voilà. Moi, ce que j'aime, c'est écrire. Alors, je ne vis pas de l'écriture aujourd'hui. Malheureusement, c'est difficile, mais même si je ne baisse pas les bras et j'espère en vivre un jour. Mais oui, j'aurais fait, je serais resté là-bas, j'aurais écrit, j'aurais continué à voyager. Moi, tu sais, je suis quelqu'un de très minimaliste. Tu me files 2 000 balles par mois, en Asie. Écoute, franchement, qu'est-ce que tu veux de plus? Moi, j'ai pas Mhm. besoin de plus. Je m'en Bah ouais. faux du 5 étoiles, de la super voiture, ça m'intéresse pas. S'il y a, à 2 000 €, Ah, et puis tu bouges beaucoup, t'as besoin de rien de toute voilà. façon. T'as pas besoin de voiture, t'as pas besoin de. Donc, ouais. Et du coup, ben comment t'as rebondi quand même? Donc t'es rentré en Europe sans boulot, sans appart. Alors, exactement. Donc moi, je travaillais dans le recouvrement de créances, un métier où je suis tombé un peu par hasard dedans, et donc je me suis Un métier qu'on fait pas toujours par passion. exactement. Bon, ça va, la boîte où j'étais, franchement, c'était cool, hein, c'était une bonne boîte, hein, j'ai rien à dire sur ça, quoi. C'était pas du recouvrement de créances comme on l'imagine. J'allais pas chez les débiteurs, c'était plus des litiges entre entreprises, donc ça va. Et donc j'ai choisi ce secteur parce que je me dis bah ben je m'y connais, et donc je me suis lancé en auto-entrepreneur dans le conseil aux entreprises, qui ont du mal à récupérer leur argent. Voilà, en gros, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc j'ai lancé ça dès que je suis revenu de France. Ouais, D'Asie. pardon, d'Asie. Et donc, comme je te disais, ouais, j'étais à Strasbourg. Comme j'avais plus d'appart, où aller? On va chez papa et maman quand on sait pas où aller, hein, forcément. Si on a encore la chance de les avoir, c'est mon cas. Donc je suis rentré à Marseille. Il était prévu que je reparte, et puis finalement, il est arrivé quelques événements personnels qui m'ont empêché de repartir en Asie. Et puis après, un événement qui a concerné tout le monde, c'est-à-dire le Covid. Et donc, ouais, moi, j'aspire à repartir en Asie. Maintenant, alors je te disais, je crois en off, il me semble, et pas dans l'enregistrement, c'est que, bon, pour l'instant, partir en Asie dans les conditions actuelles, ça ne m'intéresse pas. J'attends qu'on va dire que tout le monde se calme un peu Mm. sur ce délire et qu'on parte. C'est vrai que c'est le pire endroit, hein. C'est le pire endroit Ah ouais. où partir à présent. Bah là, j'étais il y a pas très longtemps en Amérique du Sud. Là, c'est peace. Les gens ils sont contents. T'as même des pays tu peux y aller sans PCR. C'est plus cool Euh, que
Bon, voilà. Alors que l'Asie, c'est compliqué. Ouais, Hein. Et, euh, et du coup, t'es complètement à distance là pour ton boulot. Tes clients, ils sont partout en France? oui, voilà, oui, c'est pour tout en France. Je fais tout en ligne. Ouais, pour l'instant, c'est en ligne. Après, je peux faire, je reste ouvert si j'ai une mission, pourquoi pas me déplacer. Hein. Bon, j'en ai pas encore fait. Enfin, si j'en ai fait une fois au début, mais oui, pourquoi pas. Mais sinon, l'essentiel, c'est en ligne, quoi. Et de ça, tu pourrais vivre à présent. Comment? De ça, tu pourrais vivre à présent, de cette activité-là. Oui, alors après, je vais pas cacher, il y a des hauts, des bas. La Lambeau, Ouais. elle est encore à la concession. Après, Ouais. c'est vrai que, ouais, se lancer à son compte, bon, voilà, c'est vrai que le salariat, il y a un côté un peu, des fois un peu pépère, un peu ennuyeux. C'est pour ça qu'on le fuit des fois. Mais après, c'est vrai, après, il faut dire la vérité. Être à son compte, c'est pas que la belle vie, c'est pas que l'argent qui tombe, quoi. Il y a aussi, bah, des fois, tu lances un truc, ça marche pas, ça foire complet. Tu as bossé pour rien. Tu repars sur autre chose. Il y a des mois où tu gagnes bien, des mois où tu gagnes rien. Bon, il y a une certaine instabilité aussi, tu vois. Donc, mais je regrette pas. Voilà, c'est pour moi la liberté est ce qu'il y a de plus important. Et tes revenus sont à quel niveau de ce que tu avais avant? Sont équivalents, sont inférieurs pour l'instant? Oh. Sont supérieurs? Ah, un peu moins quand même, soyons honnêtes, un peu moins, ouais. Un peu moins. Après, j'étais dans une grosse Ok. boîte, donc tu sais, les grosses boîtes, il y a aussi pas mal de... Ben, tu as tout, tu as les mutuelles, les Davantage. tickets resto, les actions, le site. Donc, Hmm. voilà, tu perds Hmm. certains Ok. avantages. Ou alors, si tu les veux, comme la mutuelle, on va pas entrer dans les détails, mais tu es dans une grosse boîte, tu payes 5-10 euros, tu as une mutuelle de fou. Quand tu es Hmm. seul, bon, ben, Ouais. c'est plus le même prix. Donc, il y a avantages et inconvénients, évidemment. Mais je ne regrette pas mon Ok. choix. Et Bien sûr. Et en combien de temps ça, parce que si on est d'accord, t'es rentré d'Asie, t'avais rien démarré de tout j'avais ça. démarré juste un mois avant, mais à l'arrache, quoi, pas rien Ouais. de concret, quoi. Et en combien de temps t'as eu de quoi vivre en te lançant là-dedans? Bah, ça a pris un peu de temps quand même, peut-être un an et demi avant quand même de. Disons que j'ai fait. Ah, ça serait trop... peut-être pas rentrer dans les détails ici, ça serait trop long, mais ouais, j'ai fait beaucoup d'erreurs de débutants qui m'ont coûté, bah, qui m'ont coûté du temps, tu vois. C'est-à-dire qu'en même temps, j'étais hyper confiant. C'était le contexte asiatique qui m'a mis dans un dynamisme et une confiance en moi énorme. Et j'ai peut-être un peu surestimé la difficulté, enfin sous-estimé la difficulté. Tu vois, donc Hmm. j'ai perdu. Ouais, c'est la G curve là. Enfin, genre quand t'apprends un truc, tu crois que tu sais tout et que tu vas changer le C'est monde. ça. Toi, en ce moment là, c'est la mode des Ah, crypto-monnaies. Tu regardes 3 vidéos, tu te dis punaise, je vais devenir millionnaire en c'est ce que crypto. c'est. Puis après, en fait, ça C'est ça. redescend et tu mets du temps à C'est remonter. ça. Ouais, et Ouais, forcément, c'est ça. C'est que, mais c'est c'est bien, ça fait partie de l'expérience. Voilà. ouais. Bon, écoute, voilà, c'est Puis une fois que t'avais tout coupé, c'est bon. voilà. Et et si quelqu'un, alors peut-être que tu conseilles pas aux gens de reproduire ton modèle, mais si quelqu'un maintenant il voulait avoir le même parcours que toi, genre il a une petite, on va dire une spécialité, une formation dans quelque chose qui peut se lancer en freelance, qui veut voyager, combien tu lui conseillerais d'avoir de côté, genre en vivant, tu vois, décemment, mais sans 20 000 euros, 30 000 euros? Bah, pour faire ce que j'ai. Après, tout dépend de ton niveau de vie, mais si c'est ouais, allez au moins 15-20 000 pour voir. Allez, 15-20 000, même tu peux tenir un an. Ouais, tu peux tenir un an. Même moins, même plus. Après, tout dépend de. Bon, après, c'est vrai que comme je te dis, j'ai 40 ans, j'aime bien sortir. Voilà, donc je vais peut-être dépenser plus qu'un gars de 20 ans qui est étudiant. C'est toujours pareil. Donc, mais Hmm. allez, si tu as Non, mais, 800 balles par mois pour l'Asie, ça suffit, quoi. Mais peut-être si je devais un ouais. peu prolonger ta question, si je devais donner un conseil par rapport à mon expérience, c'est que si c'était à refaire, je pense que j'aurais créé mon business avant de quitter mon boulot. Hmm. Peut-être erreur, c'est pas vraiment une erreur, parce que sinon je l'aurais jamais fait, donc c'est comme ça, c'est la vie. Mais si vous avez plus de réflexion que moi, que vous y pensez, vous êtes salarié, écoutez, restez où vous êtes, préparez votre business et attendez qu'il se passe un peu quelque chose, ça décolle un peu
te faire au moins, aller 400, 500 balles par mois, au moins de décoller. Et après, Mhm. alors que moi, j'ai quitté, j'avais rien prévu. J'ai à peine démarré, j'ai fait de l'impro total sur un coup de tête. Je regrette pas, mais voilà, si quelqu'un voulait un conseil, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un bon conseil, hein, et Commencez à, tu vois, et même quand on est investisseur, par exemple immobilier ou d'autres, c'est pas parce que, admettons, si tu arrives même à un montant de loyer ou de cash flow, de tout ce qu'on veut, qui équivaut à ce que tu gagnes maintenant, mais en fait, c'est à ce moment-là où tu peux exploser. Si tu restes que rien que un an et que tu t'accroches, bah là, tu peux tout péter. Alors que sinon, si ça se trouve, si tu pars tout de suite, tu te coupes un peu l'herbe sous le pied et tu vas stagner, peut-être 5 ans dans ce que tu aurais réussi à faire en un an. Voilà, toi, tu as un parcours de vie différent, mais c'est sûr que peut-être t'as des activités ou faire un tout petit peu de pub où je sais pas, si tu mettais 300-400 balles de pub par mois, t'arriverais à très vite à choper des nouveaux clients. Et puis si vraiment, ben toi tu te lances avec rien, bah en fait t'as pas ces 300-400 balles et tu vas mettre des années, à avoir un niveau de ouais, client. c'est ça, ouais. Donc, ouais, moi, c'est que moi, C'est, j'ai pris que des ouais. décisions un peu coup de tête. Tu vois, donc si Mais après, sinon tu l'aurais pas fait ah, si c'est t'avais ça. été trop J'avais réfléchi, je réfléchi, je pense, l'aurais tu pas vois. fait. Donc, c'est tout Surtout, le paradoxe, quoi. Mais si hum, vous êtes quelqu'un un peu plus, hum, voilà, qui est un peu plus méfiant, un peu, qui avait moins envie de vous lancer dans l'aventure, ben faites comme ça. Restez salarié, préparez vos trucs et une fois que ça marche un peu, bah, quittez. Mais attendez un peu, quoi. hum. Et toi, je pense que t'avais, que parfois d'autres auditeurs n'ont pas, c'est que ton métier, il avait quand même l'air de te convenir plus ou moins, quoi. C'était peut-être le rythme qui allait pas, ou travailler tous les jours, dans le même endroit, mais t'as des, voilà. Donc si t'avais pas pris cette décision coup de tête, ça se trouve, tu serais jamais Oui, parti, parce qu'en ouais. fait, t'avais une En même sorte temps, de, j'en avais un peu marre. pas de euh, prison. ouais, c'est le côté routine. Mais après, ça, c'est presque valable pour tous les métiers salariés. Après, Hmm. comme je dis, c'est tout. Ah, au bout d'un moment, t'es à l'aise dans ce que tu fais, et voilà, du coup, t'as plus envie de Il y a plus partir. de surprise en fait. C'est tu te lèves tous les jours à la même heure, tu prends tous les jours le même tram, le même métro, tu vois toujours les mêmes gens. Tu vois, il y a la réunion de tel jour, telle heure. Enfin, il y a plus de surprise. Et c'est un peu ça en fait qui me dérangeait. C'était parce qu'après le petit confort, je l'avais, j'aurais pu rester. J'étais pas malheureux, attention, hein, j'ai pas du tout. Hein, Mhm. mais c'est le fait de que chaque jour ressemble au suivant. C'est un peu ça qui, bah, que je, Ouais, ouais, qui rend dingue. Ouais. voilà. Ok. Bah avant qu'on passe aux dernières questions, du coup, tu as 2 livres. Tu peux rappeler le nom de ton livre là dont on a parlé sur l'Asie? Alors c'est aller simple pour la liberté. Et, Ok. et donc ouais, Et après, c'est le livre qui raconte mon voyage. Donc c'est un récit de voyage évidemment. Vous allez découvrir l'Inde, la Malaisie, les Philippines, etc. Je parle de mes rencontres. Et puis ça va un peu au-delà de ça. C'est aussi déjà un récit initiatique, c'est-à-dire comme je l'expliquais, comment j'en arrive à être salarié et puis finalement me dire je quitte mon boulot. C'est une réflexion petit à petit. Et puis surtout aussi qui revient dans mon livre régulièrement. Et pour moi c'est important. C'est aussi quand on parlait de l'Asie tout à l'heure et par rapport à l'Europe, à l'Occident, c'est finalement se dire merde, l'Occident, est-ce que ça vaut encore le coup? euh, Comme on dit, bon, j'appelle ça, ben oui, la roue tourne ou la chute de l'empire, je sais pas comment on peut l'appeler, mais on sent qu'il se passe quelque chose, que ben, c'est fini, l'Europe ne fait plus trop rêver, c'est l'Asie maintenant, donc c'est comme ça, quoi, mais ouais, de se dire finalement, en tout cas, nous, on a accès au monde entier. Peu importe, enfin, c'est ça un peu l'avantage quand t'es européen. Tu peux aller ouais, partout et tu peux trouver un endroit qui te va bien, quoi. Là, j'avais eu un joueur de poker là qui habite au Cambodge. Bah, tu vois, il s'est un peu baladé et puis s'est posé au Cambodge et voilà, il a l'air content. Il y a des gens qui sont contents un peu partout. Mais ouais, quand tu vas en Asie, tu vois que le monde, il tourne à une autre vitesse c'est là-bas, ça, hein. c'est Déjà, ils que, sont plus, ça booste. Tu prends le métro à Bangkok, ouais, tu prends le métro à Paris, t'as compris c'est que ça. que t'es plus sur la même Mais planète, comme quoi. je dis, à un moment Donc voilà. donné, le tiers-monde, c'est ici, c'est chez nous, c'est Paris, Ah c'est bah, pas, ouais, bah, pas Bangkok, c'est pas, en fait, j'ai l'impression que beaucoup d'Européens ne s'en rendent pas compte, mais les gars, il s'est passé quelque chose déjà. C'est comme ça. Écoute, c'est ni triste ni Hmm. voilà. Voilà. Ouais, ça, c'est pas nous qui allons sauver le monde, ce soir, en tout cas. Et, ok.
Avant de terminer, je pose quelques petites questions. Tu sais, j'en ai. Ce qui est très bien, je trouve, avec ton histoire, c'est que t'es pas parti en tant qu'investisseur et que donc ça peut donner à des gens peut-être déjà 5-10 ans d'avance. Si donc on voit que c'est possible de se lancer à son compte et d'en vivre. Euh, alors bon, j'en ai plusieurs, je l'ai choisi un peu pour changer. Si je te donnais 100 000 euros là tout de suite, qu'est-ce que tu ferais? Absolument rien. Ça, tu ferais, Je ok. m'ex- je m'ex- Tu les je garderais? m'explique. Euh, Si j'avais 100 000 euros, alors peut-être ça va pas correspondre à ta chaîne. Je sais, mais j'investirais pas. Tu vois, c'est comme ça. Je n'achèterais rien de spécial à part, ouais, quelques habits ou vite fait. Mais moi, je suis pas matérialiste. Et moi, si j'avais là, tu me donnes 100 000 euros, ben écoute, je repars. Alors peut-être pas en Asie, puisqu'on a dit que la situation était compliquée, mais je partirai un peu sur les routes, pareil, et j'écrirai. Et voilà, en fait, moi, un peu mon objectif de vie, c'est pas d'accumuler de l'argent pour l'argent. Je m'en fous, comme je suis pas matérialiste, mais c'est bah, de me dire, bah là, j'ai 100 000 euros, allez, je peux vivre peut-être 5 ans, 6 ans dans une autre partie du monde sans me faire chier, sans avoir à faire ce que je n'aime pas. Et puis, j'écrirai. Et puis voilà, si ça marche, ben ça marche. Et voilà. Donc ouais, moi, je suis pas pour l'instant, dans cette idée, dans mon état d'esprit, ce serait pas de l'investissement ni de la dépense, mais plutôt préserver un cadre de vie le plus longtemps Mhm. possible. Voilà, c'est un peu ma philosophie actuelle. Ok, bah super. Bah tu vois, c'est une question que je pose plus très souvent parce que j'avais toujours un peu de les mêmes réponses. Bah je peux t'assurer que celle-là j'ai jamais eu. Donc donc voilà. Et du coup, bah je vais te poser une autre. C'est tiens, qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petit, quand t'étais enfant? Alors quand j'étais enfant, je rêvais, alors ça peut se rapprocher un peu de l'écriture finalement, je rêvais d'être journaliste. Bon, ce qui s'est Ok. pas fait évidemment. Bah là ça, ouais, c'est. Mais on s'en rapproche effectivement avec un récit de voyage. Mais c'est quelque chose que je regrette pas avec le temps. Je vais faire un peu de politique, peut-être pas de politique, mais quand je vois ce qui est devenu aujourd'hui, moi j'avais le fantasme du journalisme qui disait un peu ce qu'il voulait, le Tintin. reporter, machin. Et quand je vois aujourd'hui ce que c'est devenu, dans ce qu'on appelle les médias mainstream, c'est toujours le même son de cloche. Il y a énormément de censure. Les mecs écrivent ce sur quoi le patron leur dit de Ce dire qui fait vendre. ou le gouvernement. Donc finalement, quand je vois ce qui est devenu le journalisme en France, j'ai aucun regret parce que je ne me verrais pas du tout dans ce milieu actuel. Mais bon, voilà, dans les années 80, c'était notre idéal. Peut-être que ça changera. Ok. Bah voilà, les métiers ils changent, hein, c'est comme ça. Hein. Et dans les années 80, tu pensais pas que tu serais à ton compte à distance, à peut-être travailler d'Asie ou de d'Amérique du Sud. Ok. Et je vais peut-être la dernière question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as une fausse croyance ou un mythe que tu voudrais éclaircir? Alors, ça peut être surtout. Hein, là, on a déjà vu que le recouvrement de Ouais. créances c'était pas si horrible que ça. Alors, Est-ce que t'as difficile de répondre. J'ai pas vraiment d'idée précise là en tête, mais je pensais à une phrase. Alors, je sais pas si ça peut rentrer dans. ouais, Voilà. vas-y. Écoute, y a pas de cadre ici, y a pas, on n'est pas journaliste. Voilà, pour moi, il y a une phrase très française que j'ai souvent entendue, peut-être dans mon milieu social. On va dire, bon, je viens d'un milieu social classe moyenne basse, quoi. Voilà. Et une expression un peu familière qui dit, il y a même une chanson d'ailleurs qui reprend cette formule, c'est, tu sais, dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut. Et j'ai souvent entendu cette phrase, et en fait, c'est une phrase qui m'exaspère et justement, j'ai envie de dire, oui, dans la vie, on peut faire ce qu'on veut. Alors, évidemment, il y a la reproduction sociale quand même, c'est dur d'y échapper. On a beau dire ce qu'on veut, bon, 80-90% des gens font pareil que leurs parents plus ou moins, mais c'est ce côté fataliste un peu français. J'adore la France, mais sur ce côté, voilà, j'aimerais un peu. Alors je sais pas si c'est un mythe, en tout cas c'est un proverbe très français. Non, on peut faire ce qu'on veut dans la vie. C'est pas facile, ça va pas arriver comme ça, mais il faut jamais perdre espoir. Et si vous avez un rêve, un projet, faites-le. N'attendez pas. Ne vous dites pas c'est pas pour moi. Arrêtez de rêver sur Instagram ou sur Facebook. Voilà.
Moi, quand on me dit dans la vie on fait pas ce qu'on veut, ben moi je dis oui, je fais ce que je veux. Bon, ça se passe pas toujours bien, mais en tout cas j'essaie. C'est ce qu'on dit. Je crois la citation connue, c'est on fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Voilà. Donc voilà. Ok. Moi, Bah écoute, Lucas, ça m'a fait super plaisir. C'est un podcast qui change un peu. Moi, j'avais fait des podcasts sur le voyage. Ça m'a rappelé l'Asie. Hein. L'Asie, c'est cool. On espère qu'on y retournera un jour. Bah justement, par rapport à, c'est vrai que c'est un mélange en fait de liberté et de pas vraiment d'entrepreneuriat, mais d'énergie entrepreneuriale qui fait que, en fait, c'est un peu ce qu'on cherche tous, quoi. Donc, par rapport à ça, j'ai été super ravi. Je mettrai les liens pour ton livre. On n'a pas eu le temps, on peut pas parler de tout. T'as l'autre livre, c'est Le pouvoir de l'agenda, que j'ai déjà recommandé, qui est super bien. Et il est en méga promo, j'ai vu, hein. Ouais, c'est même plus une promo, Amazon là. qui a mis en place une promo. Ça dépend pas de moi. Ah, voilà. Hein. Donc, je mettrai les liens de l'épisode. Et puis, bah écoute, je te souhaite une très bonne continuation, que ce soit en Asie ou ailleurs. Ou ailleurs. Voilà. C'est cool, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Ça m'a fait super plaisir. Très bon également. moment. Merci à toi. Et si on veut te contacter, t'as des réseaux sociaux? Alors, ouais, je suis pas super actif, mais après, oui, on peut aller sur... Enfin, je suis pas actif. Je publie, c'est vrai, pas trop, mais en tout cas, je réponds, quoi qu'il arrive, rapidement. Donc, ouais, YouTube, Facebook, LinkedIn, Lucas Monclar, tout simplement. Donc, on peut me contacter, je réponds rapidement, il n'y a pas de souci. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup et bonne soirée. Bye bye. Bye.